Commentaire sur « Le choc » de Serge Blackburn, réflexion sur le monde autochtone. Chasseur-cueilleur, numéro ISBN 978 29 823 309, publié en 2025. Je tiens à souligner la justesse et la pertinence de la méthode employée par Serge pour aborder un sujet aussi complexe et chargé émotionnellement que celui des relations entre autochtones et non-autochtones. Sa démarche n'a rien d'un jugement simpliste ou malveillant. Elle repose sur l'observation, l'expérience personnelle, la lecture approfondie et surtout, le dialogue. C'est une approche lucide, respectueuse et profondément humaine. Serge ne prétend pas détenir la vérité absolue. Il partage humblement des réflexions nourries par des années d'échanges authentiques, tant avec des autochtones qu'avec des non-autochtones, dans le but sincère de comprendre nos différences culturelles, notamment dans notre rapport au temps et à la vie. Cette honnêteté intellectuelle mérite d'être saluée. Dans un contexte où les débats sont trop souvent polarisés ou dominés par des discours convenus, son regard apporte un éclairage différent, nécessaire et courageux. Il est également tout à fait légitime, comme il le fait, de questionner certains récits idéalisés, parfois relayés sans nuance par les médias ou certaines figures publiques. Cela ne signifie pas remettre en cause la souffrance bien réelle ou les injustices vécues par les communautés autochtones, mais plutôt ouvrir un espace de réflexion critique. Car si l'on veut avancer ensemble, il faut pouvoir parler vrai, même lorsque cela dérange. En somme, la méthode de Serge est à la fois rigoureuse, respectueuse et ancrée dans le réel. Elle ne cherche ni à blâmer ni à flatter, mais à comprendre. Et dans un monde où les discours s'enferment trop souvent dans des dogmes, sa voix mérite d'être écoutée. L'affirmation de Serge concernant les conséquences dévastatrices des maladies introduites par les Européens est historiquement fondée et largement reconnue par les chercheurs et les historiens. En effet, l'une des principales causes de la chute démographique massive des peuples autochtones des Amériques après le contact européen n'a pas été la guerre ou la violence directe, mais bien les épidémies. Avant l'arrivée des Européens, les populations autochtones vivaient isolées du reste de l'Ancien Monde. Cette séparation géographique et biologique pendant des milliers d'années les avait protégés de nombreuses maladies infectieuses, comme la variole, la rougeole, la grippe, la diphtérie, la coqueluche, la typhoïde, etc. Contrairement aux Européens, aux Africains ou aux Asiatiques, qui avaient développé une certaine immunité au fil des siècles à travers l'exposition continue à ces pathogènes, les autochtones n'y avaient jamais été confrontés. Lorsque ces virus et bactéries ont été introduits souvent involontairement par les colons, les missionnaires ou les soldats, les résultats ont été catastrophiques. Les épidémies se sont propagées rapidement et sans résistance. Dans certaines régions, jusqu'à 90% de la population a péri en quelques décennies seulement. La variole, en particulier, a été l'un des fléaux les plus meurtriers. Les survivants, souvent traumatisés, ont dû faire face à un bouleversement social profond. Effondrement des structures communautaires, perte des savoirs ancestraux, déplacements forcés et colonisation accrue de leur territoire. Aujourd'hui, les peuples autochtones font encore face à d'autres formes d'épidémies, bien que d'une nature différente, le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Ces problèmes de santé chronique touchent l'ensemble de la population nord-américaine, mais ils sont particulièrement aigus dans les communautés autochtones. Les causes sont multiples: changements radicaux dans l'alimentation traditionnelle, sédentarisation, pauvreté, stress post-traumatique, manque d'accès à des soins de santé adaptés, et héritage colonial. Ainsi, l'observation de Serge est doublement juste. Historiquement, l'hécatombe fut largement causée par les maladies infectieuses importées. Et aujourd'hui, un autre type de crise sanitaire frappe les mêmes populations, révélant la continuité des vulnérabilités sociales et structurelles. Certaines idées reçues sur les peuples autochtones méritent d'être déconstruites, notamment celle selon laquelle ils n'auraient pas le sens de la prévoyance. Cette affirmation repose sur une vision réductrice et ethnocentrée, qui ignore des siècles de savoir, de pratiques durables et d'adaptation au territoire. Dire que les autochtones ne comprenaient pas la prévoyance, c'est passer à côté de réalités fondamentales. Gestion des ressources, cycles saisonniers, conservation alimentaire, pratiques durables. Ce n'était pas une absence de planification, mais une autre forme d'organisation, adaptée à leur environnement et à leur mode de vie. Réduire la prévoyance à l'épargne monétaire est une lecture strictement occidentale. Dans de nombreuses cultures autochtones, la sécurité de l'avenir passait par la solidarité, la transmission intergénérationnelle, les réserves collectives et une gestion responsable du territoire. Ces formes de prévoyance ont longtemps permis la survie de communautés entières, sans capital financier. Attribuer aux autochtones un manque de prévoyance aujourd'hui, sans tenir compte des traumatismes causés par la colonisation, c'est ignorer l'essentiel. Pensionnats, dépossession des terres, marginalisation économique. Tout cela a brisé des systèmes autonomes qui fonctionnaient depuis des millénaires. Malgré cela, la résilience des premiers peuples est remarquable, et leur capacité à se réinventer dans des conditions hostiles mérite d'être reconnue. Le mode de vie chasseur-cueilleur, souvent mal compris,
n'était pas une improvisation permanente. Il reposait sur l'observation fine des cycles naturels, la coopération communautaire, et une planification en harmonie avec le milieu. Prévoir, ce n'est pas forcément accumuler, c'est aussi vivre en équilibre avec le présent, sans épuiser les ressources de demain. Dire que les autochtones manquent de prévoyance, c'est nier la diversité des nations, des cultures et des histoires autochtones. C'est aussi passer sous silence les nombreuses initiatives contemporaines axées sur le développement durable, l'éducation, l'autonomie économique et la souveraineté alimentaire. Ces propos, même s'ils se veulent neutres, entretiennent des stéréotypes nuisibles. Conclusion. La prevoyancia autochtone existe. Elle a simplement pris des formes différentes, trop souvent invisibilisées par les récits dominants. Reconnaître cette richesse, c'est faire un pas vers un dialogue plus respectueux et plus éclairé. La question, pourquoi ne font-ils pas d'agriculture? Oublie que les Premières Nations ont été dépossédées de leurs terres agricoles les plus fertiles. L'accès au financement, à la machinerie, au marché et à la propriété pleine demeure limité. Ce n'est pas une incapacité, mais une conséquence de l'histoire coloniale et des barrières actuelles. Il est inexact de supposer que les autochtones ne font pas d'agriculture. De nombreuses communautés développent aujourd'hui des projets agroécologiques, des serres, des jardins communautaires et des fermes éducatives. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas partout que ça n'existe pas. La relation des autochtones à la terre ne se limite pas à l'exploitation agricole. Pour plusieurs communautés, la terre est avant tout un espace sacré, un lieu de transmission et de subsistance diversifiée. L'agriculture intensive n'est pas forcément perçue comme une voie idéale ou durable. Il est vrai que l'agriculture commerciale n'est pas toujours visible dans les réserves, mais cela s'explique par des enjeux structurels, manque de soutien, lois restrictives, isolement géographique. Toutefois, plusieurs initiatives récentes montrent un intérêt croissant pour la souveraineté alimentaire autochtone. La remarque de Serge soulève une question légitime. Pourquoi certaines communautés n'investissent pas davantage dans l'agriculture, malgré le potentiel des terres? Cela peut révéler une tension entre tradition et développement économique. Il serait intéressant d'explorer ce défi avec les communautés concernées, plutôt que de le juger trop vite. Dans de nombreuses grandes villes du monde, Montréal, New York, Paris, Toronto, Berlin, on observe des quartiers où des communautés culturelles réussissent à préserver leur langue, leur cuisine, leurs coutumes et leurs croyances, tout en participant activement à la société d'accueil. Ces espaces comme les quartiers chinois, italiens, haïtiens, juifs, arabes ou portugais sont bien plus que des regroupements ethniques. Ce sont des lieux de vie, d'entraide, de transmission culturelle, qui montrent qu'on peut s'intégrer sans s'assimiler. Ce phénomène contredit l'idée selon laquelle il faudrait renoncer à ses racines pour être pleinement citoyen d'un pays. Il démontre qu'une double appartenance est non seulement possible, mais enrichissante. On peut être à la fois fier de son héritage culturel et pleinement engagé dans la société où l'on vit. Cela dit, il faut faire des distinctions importantes. Les peuples autochtones, par exemple, ne sont pas des immigrants. Ce sont les premiers peuples du territoire, dont la situation découle d'une histoire coloniale marquée par l'exclusion, la dépossession et l'assimilation forcée. Comparer leur situation à celle de diasporas urbaines peut être trompeur si on oublie cette réalité. Autre nuance, la préservation culturelle ne va pas de soi. Elle dépend de plusieurs facteurs: reconnaissance officielle, accès à des services dans sa langue, soutien à l'éducation culturelle, espace pour les rites et traditions. Là où ces conditions sont réunies, les communautés s'épanouissent au lieu de se replier. Enfin, il faut éviter de confondre cohésion culturelle avec enfermement communautaire. Se regrouper est naturel, mais le véritable défi est de créer des ponts, pas des murs. Il s'agit de construire une société où les identités dialoguent plutôt que de s'ignorer. En résumé, cette réflexion est juste. Il est possible de vivre pleinement sa culture au sein d'une société plurielle, à condition que cette société sache reconnaître et valoriser la diversité comme une richesse, et non comme une menace. De nombreux exemples à travers le monde nous le rappellent chaque jour. L'affirmation de Serge sur l'intégration et le rôle perçu du racisme dans les relations sociales mérite qu'on s'y attarde, car elle repose sur une expérience concrète et vécue, ce qui lui donne toute sa légitimité. Son observation n'annule pas l'existence du racisme systémique, mais elle souligne un aspect trop peu discuté dans les débats publics. Le fait que le comportement individuel, le respect des normes sociales et le désir sincère de dialogue peuvent, dans de nombreux contextes, faciliter les relations entre autochtones et non-autochtones. Serge évoque ici sa vie de famille, ses voyages et les réactions des gens autour de lui. Cette réalité observée sur le terrain, bien différente des grandes théories médiatiques ou universitaires, démontre que dans plusieurs situations du quotidien, les interactions peuvent être respectueuses, normales, voire chaleureuses dès lors que les personnes se rencontrent dans un esprit de respect mutuel, hors des stéréotypes. Cela ne nie en rien que des autochtones puissent vivre du racisme ou de la discrimination dans d'autres contextes.
Mais la pertinence de Serge réside dans cette nuance essentielle. Il est possible d'être bien accueilli, d'être perçu positivement, voire comme n'importe quel autre citoyen, lorsqu'on agit avec ouverture et qu'on respecte certaines règles communes comme cela est attendu de tout membre de la société, quelle que soit son origine. Il est aussi intéressant qu'il mentionne le regard des autres sur son apparence familiale. Le fait que certaines personnes prennent sa conjointe ou sa fille pour des personnes d'origine hispanique illustre la complexité des perceptions raciales. Celles-ci varient selon les régions, les codes culturels et les imaginaires collectifs. Cette ambiguïté, cette multiplicité d'identités visibles ou invisibles, vient rappeler que le racisme n'est pas toujours frontal ou clairement identifiable, mais parfois diffus, lié à des perceptions, des malentendus ou des ignorances. En somme, Serge invite à sortir des discours rigides pour observer la réalité à hauteur humaine. Il montre qu'il existe des espaces de coexistence possibles, où l'origine n'est pas un obstacle à l'intégration, surtout lorsque l'individu s'ouvre à l'autre. C'est une réflexion qui gagne à être entendue, car elle n'oppose pas les récits, elle les complète. Elle montre qu'au-delà des tensions historiques et des discours généralisants, il y a encore, et peut-être surtout, des individus qui savent vivre ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Serge. Le rôle des parents est en effet fondamental dans la réussite scolaire des enfants. Peu importe la qualité du personnel enseignant ou des ressources disponibles, si l'enfant ne sent pas que sa famille valorise l'école et s'implique dans son parcours, il est beaucoup plus difficile pour lui de persévérer et de réussir. Dans plusieurs contextes, et pas seulement dans les communautés autochtones, il y a parfois une tendance à déléguer entièrement à l'école la responsabilité de l'éducation, en oubliant que celle-ci est un effort partagé entre la famille, l'école et la communauté. L'encadrement à la maison, le soutien moral, la valorisation des efforts et la transmission de l'importance de l'éducation sont des leviers puissants. Cela dit, il faut aussi reconnaître que certaines communautés ont été historiquement fragilisées par des politiques coloniales, comme les pensionnats, qui ont précisément cherché à briser les liens familiaux et à saper le rôle parental. Cette réalité a laissé des séquelles, et rebâtir la confiance envers les institutions scolaires peut prendre du temps. Mais dans le fond, Serge touche un point crucial. Sans une implication active et valorisante des parents, les chances de réussite scolaire diminuent. L'école ne peut pas tout faire seule. C'est en reconstruisant ce partenariat entre l'école et la famille que des changements durables pourront émerger. Serge soulève ici un enjeu bien réel. Les problèmes liés à la consommation d'alcool et de drogue dans certaines communautés autochtones existent, et ils ont des conséquences graves sur la santé, la vie familiale et l'avenir des jeunes. Il a raison de rappeler que de nombreux autochtones ont réussi à cesser de consommer, et que cela a radicalement amélioré leur qualité de vie, même sans changement immédiat dans leurs conditions matérielles. Il a également raison d'insister sur l'importance d'un changement qui vienne de l'intérieur des communautés. Le développement durable, qu'il soit social ou culturel, passe toujours par une volonté collective, enracinée localement. Cependant, il faut éviter les généralisations qui peuvent entretenir des stéréotypes. Affirmer que le problème ne vient pas du manque de ressources, de logement ou d'emploi, mais seulement du goût pour l'alcool ou la drogue, c'est réduire une réalité complexe à une cause unique. Or, les spécialistes de la santé publique, de la psychologie et de l'histoire sont unanimes. Les taux de consommation problématiques sont souvent liés à des facteurs structurels profonds: pauvreté, isolement, traumatisme intergénérationnel issu de politiques coloniales comme les pensionnats, perte de repères culturels et marginalisation. De plus, suggérer qu'un peuple aurait une prédisposition naturelle à consommer est une idée fausse et dangereuse. La science a démontré qu'il n'y a pas de prédisposition ethnique à l'alcoolisme. Ce sont les conditions de vie, les blessures du passé et l'environnement social qui influencent les comportements à risque. Il est essentiel de pouvoir parler de ces sujets avec franchise, comme le fait Serge. Mais pour que cette franchise soit utile, elle doit être accompagnée de nuances, de contexte et surtout, de respect. Les solutions durables émergeront d'un dialogue honnête et constructif, qui reconnaît à la fois les responsabilités individuelles et les réalités collectives. Serge propose une action directe pour freiner la consommation et le trafic de drogue dans les communautés éloignées. Une opération policière annoncée à l'avance, menée en concertation avec les conseils de bande, visant à arrêter les revendeurs bien connus de la population. À première vue, cette approche a le mérite de la clarté et du pragmatisme. Elle mise sur la volonté d'agir à l'échelle locale, avec l'appui de la communauté. En ce sens, elle soulève des points tout à fait pertinents. D'abord, il faut reconnaître la gravité du problème. Dans plusieurs communautés, la consommation de substances représente une menace directe pour la santé, la sécurité et l'avenir des jeunes. Il est vrai que des revendeurs sont connus, que les familles sont souvent touchées de près, et que l'inaction devient, à terme, une forme de résignation. Serge a raison de dire que les conseils de bande doivent jouer un rôle central, car sans leadership local, aucune intervention ne pourra être légitime ou efficace. Cela dit,
toute initiative reposant uniquement sur la répression policière comporte des risques importants. L'expérience montre, ici comme ailleurs, que l'approche punitive seule ne règle pas les causes profondes du problème. Elle peut même déplacer le trafic, créer des tensions sociales, ou provoquer des ruptures dans le tissu déjà fragile de certaines communautés. Dans un contexte où tout le monde se connaît, agir sans accompagnement humain, sans soutien psychologique et sans alternative sociale ou économique, c'est souvent échouer à long terme. Ce qui manque cruellement dans cette proposition, c'est une vision globale. Le vrai changement passe par la combinaison d'actions ciblées et de moyens concrets pour reconstruire. Prévention, traitement des dépendances, soutien aux familles, emplois locaux, retour aux valeurs et à la culture. Sans cela, on ne fait que taire un symptôme sans guérir la maladie. Serge ouvre un débat nécessaire. Il faut maintenant le prolonger en posant cette question essentielle. Souhaite-t-on punir ou guérir? C'est dans cette réponse collective que réside la solution durable. Serge souligne une réalité que plusieurs communautés autochtones vivent au quotidien. La gestion des finances locales est souvent complexe, exigeante et source de pression importante. Dans bien des cas, les conseils de bande doivent composer avec des ressources limitées, des exigences administratives lourdes et une nécessité d'agir rapidement, sous peine de voir les dossiers s'accumuler. Il est fréquent que ces communautés fassent appel à des firmes externes pour soutenir leur comptabilité ou leur gestion, ce qui témoigne d'une volonté de transparence et d'efficacité. Cette collaboration peut être une force, mais elle révèle aussi parfois une dépendance liée à un manque de formation ou de ressources internes. Cependant, il est important de replacer cette situation dans son contexte plus large. Toutes les communautés ne sont pas dans cette posture. Certaines ont développé des équipes compétentes et des outils adaptés pour gérer efficacement leur budget. De plus, les difficultés rencontrées ne sont pas simplement une question de compétences locales. Elles s'inscrivent dans un cadre administratif complexe, avec des règles imposées par différents paliers de gouvernement, souvent inadéquates face aux réalités culturelles et territoriales autochtones. Il faut donc éviter une vision simpliste ou pessimiste qui pourrait stigmatiser les conseils de bande comme incapables. Au contraire, beaucoup d'efforts sont faits pour renforcer l'autonomie financière, la formation des gestionnaires et la gouvernance communautaire. Reconnaître les défis, c'est aussi encourager ces démarches positives et soutenir les initiatives d'émancipation. En somme, la gestion financière des conseils de bande est un défi réel, mais pas une fatalité. Elle mérite d'être comprise dans toute sa complexité, avec respect et volonté d'accompagner les communautés vers plus d'autonomie et de réussite. Serge souligne un point important. Les fonds existent souvent pour soutenir le développement dans les communautés autochtones, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à générer un essor économique durable. Ce qui manque parfois, c'est la capacité à concevoir des projets solides, structurés, portés par des personnes compétentes et engagées. Il est donc essentiel de dédier, à temps plein, des personnes ressources qualifiées au développement économique dans chaque communauté. Ces professionnels peuvent accompagner les initiatives locales, faciliter les partenariats et aider à structurer des projets viables, tout en respectant les valeurs et les priorités des premiers peuples. Par ailleurs, intégrer des cours d'entrepreneuriat dès le secondaire représente une voie prometteuse pour stimuler chez les jeunes la créativité, l'autonomie et la culture d'innovation. Former les leaders de demain dans un cadre qui valorise leurs racines culturelles est un investissement qui portera ses fruits. Cependant, il faut garder en tête que le développement économique ne peut être dissocié des réalités sociales, culturelles et géographiques propres à chaque communauté. Une approche globale, respectueuse des savoirs autochtones et co-construite avec les membres de la communauté, est indispensable pour que les projets soient porteurs et durables. En somme, l'argent est un outil nécessaire, mais l'humain, la formation et le respect des contextes locaux en sont les clés. Soutenir pleinement le développement économique des communautés autochtones passe par un engagement renouvelé dans ces trois dimensions. Serge soulève un aspect souvent méconnu, mais bien réel, dans plusieurs communautés autochtones. La pression sociale liée à la redistribution de l'argent au sein des familles et du groupe. Cette règle du partage est profondément ancrée dans des valeurs d'entraide et de solidarité, mais elle peut aussi engendrer des difficultés importantes pour ceux qui reçoivent des fonds. Dire non à une demande d'aide ou de partage n'est pas simple, car cela peut provoquer un sentiment de culpabilité, voire d'isolement. Pour plusieurs, cette dynamique peut mener à des problèmes financiers durables, à des tensions familiales et sociales, et parfois à des situations à risque. Ce phénomène n'est pas exclusif aux communautés autochtones, il existe dans différentes cultures et milieux. Toutefois, dans le contexte des réserves, où les défis socio-économiques sont plus marqués, il peut avoir des impacts plus profonds. Il est essentiel d'aborder ce sujet avec nuance et sans stigmatisation. Parler de profiteurs ou de fainéants risque d'alimenter des préjugés qui ne rendent pas justice à la complexité des réalités vécues. La solution passe par un soutien adapté, éducation financière,
accompagnement communautaire, développement de ressources pour aider à gérer ces dynamiques culturelles et économiques sans qu'elles ne deviennent un poids. Reconnaître ce défi, c'est faire un pas vers un meilleur accompagnement, une plus grande compréhension et, surtout, le bien-être collectif. Depuis la création des réserves, les gouvernements ont imposé aux peuples autochtones un système de gouvernance semblable à celui des municipalités, avec des conseils de bande, chefs et conseillers. Cette organisation, nécessaire pour gérer budget et services, est cependant étrangère au mode d'organisation traditionnel des autochtones chasseurs-cueilleurs. Ces derniers vivaient en petits groupes adaptés à leur environnement, sans structure communautaire large, ce qui rend difficile l'adoption d'un modèle politique centralisé imposé de l'extérieur. Serge partage une observation intéressante sur les différences profondes entre les modes de vie des chasseurs-cueilleurs autochtones et ceux des agriculteurs, souvent issus de la culture occidentale. Pour les premiers, la nature est imprévisible, complexe et peu organisée, ce qu'ils acceptent et intègrent dans leur quotidien. Pour les seconds, la planification et l'organisation des espaces, comme les champs cultivés, sont centrales. Cette distinction se manifeste, par exemple, dans les difficultés rencontrées pour implanter l'agriculture ou le jardinage dans certaines communautés autochtones, malgré des efforts répétés. Selon Serge, ces différences culturelles sont profondes et influenceraient les relations entre autochtones et non-autochtones, rendant difficile une cohabitation harmonieuse à grande échelle. Il est essentiel de reconnaître la justesse de cette observation. La culture et l'environnement façonnent nos modes de vie, nos priorités et nos façons de voir le monde. Toutefois, il est important de dépasser certaines généralisations, notamment l'idée que ces différences seraient innées ou insurmontables. Les sociétés évoluent, s'adaptent et construisent des ponts. De nombreuses communautés autochtones intègrent aujourd'hui diverses activités économiques, dont l'agriculture, tout en valorisant leurs traditions. La cohabitation repose sur la reconnaissance mutuelle, le respect des diversités et la volonté de dialogue. Plutôt que de voir ces différences comme un obstacle insurmontable, elles peuvent être une richesse qui invite à apprendre les uns des autres, à construire ensemble un avenir fondé sur la complémentarité et la compréhension. Justin Trudeau est souvent perçu comme adoptant un style très expressif et symbolique lors de ses rencontres avec des représentants autochtones, allant jusqu'à revêtir des éléments traditionnels et montrer une émotion marquée, parfois jusqu'aux larmes. Ce comportement peut être vu comme une manière de montrer respect, empathie et solidarité face aux enjeux complexes que vivent les Premières Nations. Cependant, certains observateurs et membres des communautés se demandent si cette expressivité traduit une sincérité profonde ou s'il s'agit davantage d'une forme de communication théâtrale destinée à marquer les esprits, notamment dans un contexte médiatique très attentif. Cette interrogation sur l'authenticité rejoint un questionnement plus large. Dans quelle mesure les gestes symboliques du pouvoir politique se traduisent-ils en actions concrètes, durables et respectueuses des aspirations autochtones ? Ainsi, même si les émotions affichées peuvent sembler sincères, le jugement final porte souvent sur les résultats tangibles. Progrès en matière de reconnaissance, de droits, de développement et de justice pour les communautés autochtones. Serge soulève une question importante. Comment aller au-delà de la reconnaissance des injustices historiques pour véritablement améliorer le présent et l'avenir des premiers peuples ? Selon lui, même si la reconnaissance des abus passés, pensionnats, racisme systémique, dépossession, est essentielle, elle ne suffit pas à transformer les réalités actuelles. Il met en garde contre une tendance à la victimisation, qui pourrait freiner l'élan vers l'autonomie. Il propose plutôt une approche centrée sur l'action communautaire, des solutions portées d'abord par les autochtones eux-mêmes, à travers leurs propres leaders, en misant sur l'autonomie économique et la responsabilité collective. Les gouvernements et les ressources financières peuvent soutenir, mais ne peuvent pas à eux seuls résoudre les défis. Cette analyse met en lumière une vérité importante. Le pouvoir d'agir vient d'abord de l'intérieur des communautés. Mais il est aussi crucial de ne pas sous-estimer le rôle que doivent continuer de jouer les institutions publiques pour réparer les torts historiques et appuyer les démarches d'autodétermination. Reconnaître les injustices, agir localement, soutenir les leaders autochtones, ces éléments doivent avancer ensemble. Il est difficile de ne pas être déçu face à certaines situations, surtout lorsqu'elles concernent ceux et celles qui prétendent défendre leur peuple. J'aimerais partager une expérience vécue à Unamen-Chipu, la Romaine, qui illustre bien cette fracture entre les grands discours publics et la réalité terrain. Lors d'une visite officielle, une représentante des femmes autochtones du Canada originaire de la région est venue rencontrer les autorités locales. Sur sa page Facebook, elle n'a eu que de bons mots, pour des commerces du côté non autochtone. Rien, pas une ligne, sur l'un des rares commerces de la communauté dirigé par une femme autochtone, qui emploie pourtant une dizaine de personnes de la réserve. Une omission incompréhensible. C'est encore plus troublant lorsqu'on considère que cet entrepreneur a reçu une reconnaissance pan-canadienne pour son travail. Pourtant, ni le conseil de bande ni les médias communautaires comme Inuvel n'ont relayé l'information.
Il aura fallu un concours ontarien et le journal Le Nord-Côtier pour que sa contribution soit enfin reconnue. Ironiquement, ce sont les « autres » qui ont vu ce que sa propre communauté n'a pas su ou voulu souligner. Cela nous amène à une question délicate mais essentielle. Où est la cohérence entre les discours sur la fierté autochtone et le soutien concret à ceux qui incarnent cette fierté au quotidien? Où sont les caméras, les grands mots, les larmes quand il s'agit de soutenir une réussite bien réelle, mais loin des projecteurs? On peut parler de guerre de clans, de politique interne, ou de carriérisme. Peu importe les raisons, le silence face à ceux qui bâtissent concrètement des ponts, de l'emploi et de la dignité est un recul collectif. Serge propose une réflexion sur l'identité métisse et son rôle potentiel dans la réconciliation entre autochtones et non-autochtones. Pour lui, posséder un numéro de bande ne suffit pas à définir l'identité autochtone, car le métissage est depuis longtemps très répandu. Il observe que plusieurs personnes perçues comme pleinement autochtones sont en réalité des métisses, culturellement ou biologiquement. Il souligne que les métis occupent souvent des postes de leadership dans les institutions, médias ou gouvernements, ce qui est parfois critiqué. Pourtant, selon lui, cette double appartenance leur permet de mieux comprendre les deux mondes. Celui de l'agriculteur, prévision, organisation, et celui du chasseur-cueilleur, adaptabilité, spontanéité. Historiquement, les métis jouaient déjà ce rôle d'intermédiaire entre les cultures. Serge se demande alors si les métis ne sont pas la clé de voûte nécessaire à une véritable réconciliation, capable de faire le pont entre deux visions du monde encore en opposition aujourd'hui. Pendant ce temps, les peuples chasseurs-cueilleurs cherchent à retrouver leur place, mais peinent à s'adapter aux structures modernes qu'ils trouvent rigides. Serge touche ici à un point névralgique de la situation actuelle dans plusieurs communautés autochtones: la gestion des ressources financières et le manque de prévoyance dans certaines structures de gouvernance. Serge ne dénonce pas la malhonnêteté, mais l'absence de vision à long terme. Serge ne parle pas de vol ou de corruption systémique, mais plutôt d'un mode de gestion impulsif, souvent centré sur le court terme: on dépense ce qu'on a, maintenant. Serge ne remet pas en question le système en place, on attend juste son tour pour profiter des ressources. Cela perpétue un cycle où aucune réforme structurelle ou durable n'émerge. Serge donne des exemples où des conseils ont formulé des demandes financières disproportionnées, comme des milliards pour des projets irréalistes ou très éloignés des priorités concrètes. Cela mine, selon lui, la crédibilité des communautés dans les négociations avec les gouvernements ou les entreprises. Serge soulève un constat dur mais lucide. La dépendance généralisée envers les subventions gouvernementales est telle que si elle cessait, l'économie locale s'effondrerait. Malgré les décennies de cohabitation et d'efforts d'éducation, l'autonomie économique demeure fragile. Avec les mots d'un homme du coin, Serge illustre une vision fataliste, mais sans malveillance: ils sont faits de même. Serge ne l'adopte pas nécessairement, mais il la confronte à sa propre volonté de changement, avec la phrase clé: on ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Ce dilemme entre volonté de transformation et résistance culturelle ou structurelle est au cœur de sa réflexion. Oui, Serge soulève un point sensible et fondamental. L'avenir passe par la responsabilisation locale, la gouvernance lucide et la planification économique. Il ne rejette pas l'aide extérieure, mais appelle à un changement de posture interne. Sa critique est directe, mais elle se veut constructive, ancrée dans l'observation terrain, non dans le jugement. Serge aborde ici un sujet sensible mais incontournable dans les relations entre autochtones et non-autochtones, celui des taxes et de la perception d'injustice qui y est rattachée. Il observe que personne n'aime payer des taxes, c'est un fait universel, mais que le système d'exemption fiscale accordé aux autochtones vivant sur les réserves continue de créer de profondes frictions entre les deux peuples. Historiquement, cette exemption était justifiée par le fait que les autochtones, ne recevant pas les services de l'État sur les réserves, ne devaient pas y contribuer. Toutefois, les choses ont changé. Aujourd'hui, les infrastructures, les routes, les hôpitaux, les écoles sont utilisées par tous. Et même si, en réalité, les autochtones qui vivent hors réserve paient leurs impôts comme n'importe quel citoyen, la perception d'un traitement de faveur persiste fortement dans l'imaginaire collectif. Serge souligne à juste titre que cette perception alimente une vision erronée, celle de l'autochtone vu comme un profiteur du système. Pourtant, lorsqu'on pose la question aux non-autochtones de savoir s'ils échangeraient leur situation contre celle d'un autochtone vivant sur une réserve, la réponse est clairement non. Cette contradiction révèle que ce privilège n'en est pas un. Vivre sur une réserve peut être aussi bien une source de confort que de profond mal-être, selon les conditions de vie et les possibilités offertes localement. Il va plus loin en affirmant que cette exemption fiscale pourrait bien disparaître un jour. Le père de Justin Trudeau avait tenté d'uniformiser la fiscalité canadienne pour inclure les peuples autochtones, et son fils a abordé cette question ouvertement. Si un tel changement devait survenir, Serge croit qu'il pourrait marquer un tournant majeur dans la relation entre les deux peuples,
non pas comme une perte, mais comme un levier de normalisation, de respect mutuel et de cohabitation plus égalitaire. Enfin, il rappelle que l'équité ne signifie pas l'abandon. Comme l'État soutient les agriculteurs ou les pêcheurs dans les régions éloignées, il pourrait continuer à appuyer les communautés autochtones non pas en les exemptant, mais en les intégrant pleinement dans le partage national de la richesse. Serge met le doigt sur une vérité essentielle. Un véritable changement durable ne peut venir que de l'intérieur, porté par les membres des communautés autochtones eux-mêmes. Trop souvent, les solutions imposées de l'extérieur échouent parce qu'elles ne tiennent pas compte des réalités, des forces et des aspirations propres aux autochtones. Pourtant, il existe au sein des communautés une richesse de talents, de savoir-faire et de volonté qui ne demandent qu'à s'exprimer pleinement. Pour avancer, il faut aussi reconnaître que certaines mentalités, parfois ancrées dans un passé idéalisé ou figé, doivent évoluer. Il ne s'agit pas de renier les racines culturelles, mais de les faire vivre dans un contexte contemporain, en adaptant les valeurs ancestrales aux défis actuels. Autonomie, responsabilité et engagement doivent devenir les moteurs du renouveau.